première chose dont je me souviens. Alors, c'est mon premier chien quand il a été attaqué par un chien enragé. C'était au Maroc. Moi, j'avais 5 ans et j'adorais ce chien. C'était un Groendal, un berger belge, très beau chien noir, costaud aussi. Et puis tout d'un coup, je jouais avec lui dans la cour. On avait une très grande villa, un grand jardin et tout. Et je vois un chien arriver, menaçant, de la bave ici et tout. Et là, j'ai flippé. J'ai dit, oh là là, il va mordre mon chien, ils vont se battre. Et mon chien va mourir de la rage. C'était, à l'époque, la rage était répandue dans tout le Maroc. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un gros bâton avec lequel je jouais avec mon chien, tout ça. Et j'ai tapé le chien. D'accord? Mais lui, il m'a sauté dessus, il a tourné. Moi, j'ai voulu me sauver parce que le bâton est tombé, il m'a sauté dessus. J'ai fait demi-tour, il m'a attrapé les fesses, il m'a arraché un morceau de fesse. Du coup, j'ai attrapé la rage. Ah oui, et puis à l'époque, c'était dur à soigner, hein, parce qu'on habitait du côté de Marrakech, et là, il y avait pas vraiment un hôpital capable de soigner ça et tout. Et ma mère m'a emmené à Casablanca. C'est le plus beau souvenir de ma vie, ça, c'est avec ma mère. J'allais tous les soirs au cinéma. Mon père était resté à Marrakech pour diriger son hôpital. On ne pouvait pas. Donc, une piqûre dans le ventre tous les matins pendant 6 mois à l'époque. Ma mère m'emmenait tous les soirs au cinéma. Je marchais comme un petit vieux, là, comme ça. Ça a été très dur. Les 3 premiers mois, ça a été immensément dur. Et c'est une image que j'oublierai jamais de ma vie. Très belle, et en même temps, il y avait la souffrance associée au grand bonheur que je vivais. Le fait d'aller déjà au cinéma, à Casablanca, tout ça avec ma mère qui m'emmenait au resto et tout, ouais, c'était formidable. Par contre, il y avait de l'autre côté la souffrance. Je pensais, j'ai failli mourir. Parce que c'était pas encore au point, hein, les médicaments contre la rage et tout. Voilà, et puis en rentrant, après ce chien est mort. Quelques semaines plus tard, il est mort, donc j'ai pleuré pendant 2 ou 3 semaines. Et voilà, ça c'est mon plus grand souvenir, inoubliable. Inoubliable, vraiment. Et après, il y a encore un autre souvenir, c'est toujours avec les animaux, hein, moi, les souvenirs que j'ai, pas avec les humains. Les humains, c'est toujours des mauvais souvenirs pour la plupart. Mais avec les animaux, il n'y a que des bons souvenirs. Alors après, on a acheté un cocker doré. Même chose, j'étais amoureux de la petite. C'est une femelle, j'étais amoureux d'elle. Je l'emmenais partout. Tout juste si je l'emmenais pas dans mon cartable pour aller à l'école. C'était vraiment, entre elle et moi, c'était un grand amour. Puis bon, elle s'est fait mettre enceinte par un autre cocker. Et puis un jour, elle est morte en accouchement. Alors là, j'ai craqué. Du coup, j'ai dit, je veux plus de chien. Jusqu'à l'âge de 15 ans, où encore un chien qui s'est fait écraser par un camion, encore un Groendal. Et j'ai encore pleuré pendant des semaines. Alors ces souvenirs-là, je les garderai jusqu'à ma mort. Et sûrement quand on parle du défilé là qu'on a de photos avant de mourir, c'est mes chiens qui vont apparaître les premiers. Ah, c'est sûr. Avant tout le monde. Peut-être même avant mes parents. Parce que je les ai aimés d'un amour fou. Moi, tu vois bien, j'ai des chiens. J'adore, ils dorment avec moi et tout. Moi. C'est les meilleurs compagnons du monde, les chiens. Il y a pas... Il faut pas s'attaquer à mes chiens, hein, parce que alors là, je deviens fou. Je pète les plombs. Aïe, aïe, aïe. Dans mon quartier, il y a des gens là, des vieux morts là, qui sont méchants. Et plus ils vieillissent, plus ils deviennent méchants. Alors moi, les gens qui rouspètent après mes chiens, oui, mais mes chiens, votre chien, je dis écoutez, attention, hein. Ne me provoquez pas parce que là, je vais devenir très méchant. Ne vous attaquez à... C'est mes enfants, ça. Il ne faut pas s'attaquer à mes petits chiens. Et là, quand je les promène dans mon jardin, et je tombe sur des gens qui n'aiment pas les animaux. Oui, mais monsieur, il faut les mettre en laisse. Je dis non, je ne les mets pas en laisse. Ils sont dans un jardin intérieur. Ils ont le droit de se balader tranquillement. Je paye pour ça. D'accord? Je paye 50 euros de charge tous les mois pour que mes chiens puissent aller sur le gazon et faire leurs besoins. Laissez-moi tranquille. Ah, c'est incroyable. Les gens qui n'aiment pas les animaux, moi, je ne comprends pas. C'est vrai, je ne comprends pas. C'est inadmissible de ne pas aimer des petites créatures comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont mes plus beaux souvenirs, mais j'en ai plein avec des animaux, des souvenirs. Oh là là, c'est infinissable tous les souvenirs que j'ai, hein. Celui-là, il s'est fait écraser par une voiture il n'y a pas longtemps, de ce côté de la rue, là où il y a les voitures. Et il avait les yeux qui remontaient vers le haut, il était comme mort, quoi. Et la personne qui l'a arrêté, c'est une dame, elle ne s'est même pas arrêtée, hein, la personne qui l'a cogné. Elle ne s'est même pas arrêtée, elle s'est sauvée.
Et heureusement, il y a un vétérinaire à 10 mètres. Là. Je suis allé chez le vétérinaire, il lui a fait une piqûre pour le ranimer. Et là, j'ai cru qu'il allait mourir. Je devenais fou. Hein. Bon. Voilà, ça, ce sont mes plus beaux souvenirs animaux. Après, il y a d'autres souvenirs aussi qui sont impérissables. C'est quand j'ai frôlé la mort, par exemple. Ou alors quand j'ai frôlé d'immenses dangers. Alors, par exemple, j'ai une anecdote. Ça, c'est quand j'étais en prison en Espagne, à Malaga. Alors, la prison, elle était pourrie. C'était la prison la plus pourrie du monde, après celle d'Anvers, en Belgique. Et donc, bah, tu sais que quand tu rentres en prison, c'est la lessiveuse. Hein. Ils te retrouvent tout ce que tu as fait, les amendes, les conneries, tout ça. Et un jour, ils viennent, les flics. Déjà, j'étais tombé pour 1000 kilos de cannabis, donc j'étais déjà bien emmerdé. Parce que c'était 20 ans de prison, quoi. Quand ils m'ont mis l'amende douanière, les Espagnols, ça a fait au moins 15 mètres de long. Hein. Hein, ils faisaient les calculs, au gramme coupé, au gramme ci, au gramme ça, un truc de fou. Et, et donc un jour, les flics qui viennent me voir, c'était plus la brigade des stupes, c'était plutôt la BRB, la brigade de répression du banditisme. Ah, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre cela encore? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Effectivement, j'avais cambriolé la maison bien auparavant, un an plus tôt, d'un Saoudien qui se trouvait être le ministre de la Justice en Arabie Saoudite. Mais j'avais pris gros, hein. Il y avait des bijoux, il y avait de l'argent, il y avait tout, c'était une fortune, quoi. Et j'étais avec un pote. Et on m'a arrêté. Et mon pote aussi, c'était un Algérien. Et donc, je me dis, voilà, ils avaient toutes les preuves, il y avait les empreintes digitales, il y avait tout. J'étais pas très, très cambriolage, moi, à l'époque. Mais bon, celui-là était trop tentant pour que je le laisse passer. Et quand on m'emmène devant le juge d'instruction, pour ça, la juge d'instruction, elle me dit, bon, monsieur, vous aimez prendre l'avion? J'ai dit, moi, l'avion, non, j'aime pas trop. Pourquoi? Je vais où? Ah, elle me dit, vous allez faire un beau voyage touristique. Je dis, un voyage touristique. Je suis en prison, on m'envoie faire un voyage touristique. Elle me dit, oui, oui, mais pas si touristique que ça. Elle me dit plutôt tout risque. Tout risque. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, on va vous envoyer en Arabie Saoudite pour être jugé. Je dis, non, mais attendez, ok, j'ai commis le cambriolage, c'est moi. Avec mon pote, c'est moi, on reconnaît. Mais me juger en Arabie Saoudite, mais c'est une plaisanterie. Écoutez, le ministre de la Justice a offert 1 million de dollars pour la ville de Malaga, d'accord, si le gouverneur de la ville lui envoie les cambrioleurs. J'ai dit, ah bon? Et c'est faisable? Elle me dit, bah oui, ça peut se faire, oui. Juste, on va vous interroger là-bas pour en savoir plus, et puis vous revenez. Simplement, le problème, c'est que vous allez être jugé à la va-vite là-bas, on va vous couper les 2 mains, et vous reviendrez en Espagne, mais avec 2 mains en moins. J'ai dit, pardon, quoi? Je dis, mais c'est une plaisanterie? Non, c'est pas une plaisanterie. Je dis, mais attendez, c'est n'importe quoi là. Je dis, vous savez, nous encore, l'Espagne, là, on est entre le franquisme et le socialisme, on ne sait pas trop. Pour l'instant, il y a quand même un créneau qui nous permet, parce qu'à l'époque de Franco, il faisait ce qu'il voulait, qui nous permet de faire cette opération et tout ça. Ben, je dis, ah non, c'est pas possible. J'ai commencé une grève de la faim et tout. Je dis, non. Ils m'emmènent là, ils vont me couper les 2 mains. Je dis, mais c'est pas possible cette histoire. Mais attendez, je rêve. Mon pote, il pleurait, il criait, il dit, ouais, ouais, ouais. Tu te rends compte? Alors ça, je crois que ça a été la plus grande frayeur de ma vie. Hein. Partir chez les Saoudiens là-bas, se faire couper les 2 mains, revenir, et après prendre 20 ans de prison pour le cannabis, sans main, se battre dans les prisons sans main, se défendre, parce que là-bas, c'était agression sur agression. Si tu n'avais pas tes 2 poings pour te défendre, ou pour prendre un couteau, ou un flingue, ou n'importe quoi, il y avait de tout là-bas comme arme. Mais si tu as 2 moignons là à la place de tes mains, et là, je peux te dire que pendant plus de 2 semaines, alors après, il y a eu quand même, il y a mon avocat qui a gueulé auprès de l'Europe, auprès de ci, auprès de ça, je ne sais plus quoi, et ils ont décidé de ne pas m'envoyer. Heureusement, heureusement, je l'ai échappé belle. Par contre, j'ai été jugé pour le truc, j'ai pris 5 ans pour le cambriolage. 5 ans.
Voilà, ça c'était une de mes frayeurs. Il faudrait inventer un mot plus puissant que turbulent. J'étais une teigne, hyperactif, teigneux. Ben, c'est-à-dire que là, c'était les gènes de ma mère, parce qu'il faut dire que la tribu de ma mère, c'était de vrais teigneux. Ce sont des gens qui ont tenu tête à l'armée française pendant 30 années, avec des fusils à cailloux, des fusils à poudre à cailloux, des sabres et tout. Ils ont tenu tête. Et ils ont même mis une pâtée à l'armée française en 1913. Il faut le faire. C'est des teigneux, ces gens-là. C'est les anciens pirates du désert qui rançonnaient les voyageurs, qui leur ouvraient le ventre comme ça pour en sortir les intestins, dans lesquels se trouvaient des pièces d'or et l'argent, les bijoux et tout que les caravaniers cachaient. Des gens sans pitié. Sans pitié. Et moi, je pense avoir hérité des gènes de ma mère pendant un certain temps quand même. Parce que après, je pense que là, sur le tard, les gènes de mon père ont repris le dessus et c'est une chance. Sinon, j'aurais mal fini. Oui, j'aurais mal fini. La bêtise que j'ai faite, c'est de déterrer les cadavres pour aller voler les bijoux. Ouais. On habitait en face d'un cimetière et au milieu, il y avait une rivière. Donc moi, j'étais sur mon balcon et je surveillais les enterrements. Alors quand je voyais qu'il y avait du monde bien habillé et tout, je me disais, ça, c'est une personne riche qui est enterrée. En général, ils leur laissaient des bagues, des trucs dessus et tout comme ça, des beaux vêtements en soie et tout. Et ben moi, là, c'est ça la bêtise que j'ai faite, c'est d'aller avec des amis détrousser les cadavres la nuit. Ah ouais, j'ai fait ça. Après, il y a une autre bêtise que j'ai faite, c'était, on avait un bois privé, un bois assez grand quand même, il devait faire dans les 2 à 3 hectares. C'était à nous. Et un jour, une couleuvre, hein, même pas un serpent venimeux, m'a mordu. Et je me suis dit, toi, je vais t'avoir. J'ai entouré tout le bois pratiquement, de paille, de tout, pour mettre le feu. Et comme c'était un peu sec là-bas, j'ai mis le feu à tout le bois, juste pour que le serpent crève. Et j'appelais mon père, il faisait la sieste. Je dis, papa, papa, il y a le feu. Il me dit, laisse-moi tranquille. Parce qu'il avait tellement l'habitude de mes conneries que là, il n'y croyait pas. Il dit, ah, tu me laisses dormir, je vais te mettre une fessée et tout. Je dis, mais non, papa, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Il me dit, ben, appelle les pompiers. Je dis, mais moi, comment je vais appeler les pompiers? Je ne sais pas faire ça, moi, à 5 ans, téléphone et tout. Et c'est ma mère qui s'est levée, qui a dit, qu'est-ce qu'il y a, petit con encore, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Je dis, mais maman, il y a le feu. Et elle voit, elle dit, oh, c'est vrai qu'il y a le feu. Et du coup, elle appelle les pompiers. Ça, c'est. Mais après, trop tard, les pompiers sont arrivés, tout le bois avait brûlé. Ça, c'est encore une de mes conneries, mais j'en ai fait d'autres. Hein. Bon là là. C'est pas ce qui manque, les conneries. Hein. Ça, c'était. Je sais pas, j'étais un peu fou. C'était. Après, je sais pas si c'est des conneries, mais je rackettais les amis de mon père, de mes parents. Je les rackettais carrément parce que je les voyais. Alors moi, je mettais la musique la nuit. Mes parents, ils m'avaient demandé de tourner. Tu sais, à l'époque, on avait des tournevis comme des tourne-disques à la main. C'était La voix de son maître, Pathé Marconi, je sais pas si tu te souviens, ça restera toujours dans ma mémoire. Et il y avait des grands disques en cire. Alors moi, c'était moi qui mettais la musique jusqu'à 11h minuit. Hein. Parce que nous, on allait à l'école le matin à 9h, 9h30 du matin. Donc on avait le temps de dormir et tout. Et on me payait avec des pièces. D'accord. Oui, bah, en fin de soirée, tout le monde me donnait un petit pourboire, une pièce de 50, de ci, de là. Je me remplissais les poches, mais ça ne me suffisait pas, parce que j'étais un peu quand même, comment tu dis ça, un peu cupide, très cupide, berbère. Ah, les berbères, ils aiment trop l'argent, trop l'argent. Alors déjà, avant ça, je piquais l'argent dans le sac de ma mère, ça c'est encore... Et je faisais les poches à mon père. Il me fallait de l'argent. Pour acheter quoi? Des bandes dessinées, des bonbons, de ci, de là. Mais là, il m'en fallait de plus en plus. Et c'est dingue, hein. À 5, 6, 7 ans, comme ça. Et donc, en même temps, j'observais. Alors, pendant que les gens dansaient, buvaient, saoulaient la gueule, moi, j'observais et tout. Et à minuit, mes parents montaient se coucher. Donc, ils laissaient tous les gens là-bas et tout. Et alors là, c'était un peu la débandade. C'est-à-dire, tous les mecs qui étaient bourrés, ils allaient dormir par terre, sur les tapis, sur les canapés. Il y avait des pièces, ils allaient se coucher là-bas. Et ils abandonnaient leurs femmes, qui en général s'arrangeaient pour ne pas être trop bourrés, tu vois. Et après,
Dès que le mari était en train de dormir, la femme allait chercher un mec là-bas. Il y avait des hommes seuls, des célibataires et tout. Et moi, j'observais le manège. Et quand je voyais un sortir avec la femme d'un autre, je le suivais. D'accord? Il n'y avait plus de musique, là, on avait arrêté la musique, mais moi je regardais, j'étais assis comme ça et tout, je regardais, j'attendais que les mecs tombent par terre, bourrés et tout. Et je les chopais dans un buisson et tout, je dis, mais par exemple, il y avait un docteur, il s'appelait docteur Lerner, j'ai dit, docteur Lerner, mais c'est pas votre femme que je vois avec vous. Eh, mais Gérard, tu vas me laisser tranquille. Et je dis, non, je vous laisse pas tranquille. Qu'est-ce que vous faites avec la dame de monsieur, je sais plus comment il s'appelait, le dentiste là. Il me dit, mais tu vas te taire, oui. J'ai dit, non, moi je ne me tais pas. Il me dit, ah, j'ai dit, il faut acheter mon silence. Ah, bah, à l'époque, j'étais vraiment très précoce. Hein. Il me dit, ton silence. Tiens, il prenait une pièce. Non, non, non. Là, maintenant, c'est les bifetons. Là. Non, non, c'est pas les pièces. Il me dit, mais t'es un vrai juif, toi. Alors que lui était juif. Il me dit, mais t'es un vrai juif, toi. Il dit, non, berbère, c'est pareil. Parce qu'il faut savoir que les juifs du Maroc, pour la plupart, c'était des berbères judaïsés. D'accord? Donc des berbères à l'origine. Et voilà, dans leur caractère amoureux de l'argent et tout, c'était très berbère ça. Et il me sortait un billet de, je sais plus quoi, 10 francs, je dis non, 50. Mais t'es malade, mais t'es fou. Je dis, bah écoutez, on verra ça avec votre femme si je suis malade et fou. Oh, le mec et tout. Et il me donnait les billets. Il me dit, bon voilà, la prochaine fois que je viens, je te donne à l'avance ton billet, tu me laisses tranquille. Parce que là, tu m'as coupé en plein travail. Je disais, oui, et je faisais ça avec tous les autres. J'étais bourré d'oseille. Du coup, je faisais plus les poches de mon père. Le sac de ma mère était tranquille. Elle me dit, ah, mais tu m'as rien volé cette fois-ci. Je dis, ah, bah, je grandis, je deviens de plus en plus honnête et tout. Bon, après, ils ont fini par savoir que je rackettais leurs amis. Mais ma mère, elle était morte de rire. Elle me disait, ouais, c'est bien, t'as raison. Puisque dans sa famille, à ma mère, ils racketaient les caravaniers, ils racketaient tout le monde. C'était de ma mère que je tenais là, hein, ce truc-là. Et donc, ça m'amusait, ça m'amusait. Ma mère, tant que je faisais rentrer de l'argent, tout allait bien. Peu importe comment, tout allait bien. Ah, c'était formidable. Quelle époque, mon Dieu. Puis il y avait de la belle musique hein, à l'époque aussi. Ouais. Et des gens sympas, des gens sympas. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors moi, j'ai voulu faire avocat. D'accord? Oui. Je me suis essayé vite fait, mais à un truc de faculté de droit de Bordeaux, là. Et non, ça m'a pas plu. C'était de... Il fallait tout apprendre par cœur et tout. Au bout de 3 mois, j'ai dit stop, je laisse tomber. Après, mon père m'a dit, bah tu vas faire militaire. Oh, je dis, papa, militaire, laisse tomber. Il m'a emmené jusqu'à la Flèche, là, l'école militaire française. Parce que mon père était médecin militaire, donc il voulait faire. Mais il voulait pas faire de moi un médecin. Il m'a dit, jamais Gérard, tu feras le médecin. Ça, c'est un sale métier. Il me dit, ouais. Il m'a emmené jusqu'à la porte de la Flèche, de l'école. Et là, j'ai dit, non, papa, je veux pas faire militaire. Ah, tu veux faire quoi et tout. Bon. On s'est décidé, bon, j'avais perdu quand même 6 mois. Hein. Même pas, non, 4 mois. On s'est décidé pour la fac de lettres, puisque j'avais le bac philosophie, fac de lettres à Montpellier. Malheureusement, à cette époque, la France avait une justice pourrie, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup changé, même, on peut même dire que ça a empiré. Et une police, n'en parlons pas, j'ai pas les mots qu'il faut pour caractériser nos gendarmes de l'époque, c'était vraiment des méchants. Et notre police nationale et tout. Ce qui fait que je vais en fac de droit, fac de droit, en fac de lettres, et je prends une chambre à Montpellier et tout. Et j'avais donc mon livret militaire avec un sursis pour études de 3 ans. Un soir, j'avais commencé à fréquenter la fac et tout, j'étais content. Voilà, moi je voulais, en principe, je voulais faire des études et devenir un honnête homme et tout et tout. Et voilà qu'à 3 heures du matin, un jour, les gendarmes débarquent. Bam, ils cassent la porte, c'était une bicoque là, avec les armes et tout, bougez pas, bougez pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais jamais mis les pieds en France. Et du coup, les gendarmes français me tombent dessus. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes en état d'arrestation. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens d'arriver en France.
À part les 3 mois que j'avais fait à Bordeaux, j'avais jamais commis de délit à cette époque. Vous êtes insoumis. Moi, insoumis. Voilà mon livret militaire, monsieur. On s'en fout. On a un ordre de vous arrêter. On a l'ordre de vous arrêter et de vous emmener à Marseille, au fort de la Légion. Je ne sais pas si tu connais. C'est là où il y a les tribunaux et tout, militaires et tout. Putain, je me dis, mais c'est pas croyable, mais c'est un cauchemar. Je passe la nuit au bureau de gendarmerie. Le lendemain, hop, le train sur Marseille. Me noter. Me noter. Tant mieux, parce que comme ça, eux, ils prenaient mes valoches. Et j'arrive à Marseille, on me met au fort de la Légion où je me fais casser des dents là, par les légionnaires. Ouais, insoumis, saloperie, t'as pas honte. Insoumis. On me traite insoumis, alors que je l'étais pas. J'avais mes papiers en bonne et due forme, en règle. Alors après, on m'envoie à la caserne de Montfuron, c'est le régiment du train, là, les tanks, les camions militaires, tout ça. Et le capitaine, il m'appelle, il me dit vous êtes insoumis? Je dis non, je ne suis pas insoumis, monsieur. J'ai regardé mon. Oui, mais nous, on a un ordre, hein, et puis c'est tout, comme ça. Je dis, je suis étonné, hein. Je suis étonné, mais bon, si vous le dites, ben, on va voir ce qui va se passer. Je vais passer au tribunal, oui. Alors, du coup, c'est corvée de chiottes, c'est corvée de nettoyage, balayer la cour et tout. Rien de militaire, si tu veux, rien. Rien du tout. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Arrive Noël, au bout de 2 mois et demi, arrive Noël, la neige et tout. Il faut sortir saluer le drapeau à 6 heures du matin en pleine neige et tout. Non, un matin, j'avais de la fièvre, j'étais mal, quoi. Je voulais pas me lever. Je dis, je suis malade. Non, t'es pas malade. Debout, salut au drapeau. Salut au drapeau. Eh ben, j'y vais pas. J'y vais pas, faites ce que vous voulez. Et bon, eh ben, l'adjudant, il me rattrape, il me dit, viens voir le capitaine. Il me prend de force, hein. Je vais voir le capitaine et je lui dis, mais écoutez, pourquoi on me traite comme ça et tout? Ouais, vous êtes un insoumis, taisez-vous, vous n'avez pas le droit à la parole. Je dis, oh là là, mais c'est grave, hein. Mon livret militaire vous suffit pas? Non, non, ça me suffit pas. J'attends les ordres supérieurs, de mes supérieurs. Et il me dit, pourquoi vous refusez de saluer le drapeau? Je dis, parce que j'ai plus envie, j'en ai marre. Sous la neige, j'ai froid, je suis malade, j'ai de la fièvre et tout. Il me dit, monsieur, il faut payer votre dette envers la France. Je dis, j'ai rigolé, je dis, mais quelle dette? La France m'a prêté de l'argent? Non, c'est pas comme ça, le passeport français. Je dis, moi, je suis né français, monsieur, d'accord? De souche en plus, d'accord? Je suis pas un émigré qui a obtenu par chance la nationalité française. Non, je suis né, mon père est médecin, Jean-Paul Victor Fauré, médecin militaire. Je suis plus français que n'importe qui ici, et peut-être que vous, et tout ça. Et boum, il me met un coup de poing. Tais-toi, salopard! Boah! Du coup, je vais à l'infirmerie, le médecin aspirant me dit, bon, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, écoutez, voilà, ils m'ont frappé, tout ça. Il me dit, votre père, il est où? Je dis, ben, il est au Maroc. Il me dit, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, il est colonel dans l'armée française. Ah bon? Ah d'accord. Il est médecin comme vous? Ah ben d'accord. Prends le téléphone, appelle ton père. J'appelle mon père, ouais, papa, voilà ce qui se passe. Il me dit, ah bon, ce salopard de capitaine, il va entendre parler de moi et tout, tout ça. Et donc il appelle le général Guillaume, qui était chef d'état-major de toutes les, ou qui avait été chef d'état-major de toutes les armées françaises. Et il lui dit, lui dit, bah attends, je vais aller voir ton capitaine moi-même. Ne bouge pas, reste au Maroc, je vais m'occuper de son cas. Et donc quelques semaines plus tard, il arrive à la caserne, branle-bas de combat, faites briller, faites ci, faites ça, tenez-vous bien. Et le général Guillaume, à un moment, il dit au capitaine, bon, ben c'est bien tout ça, c'est propre, c'est bien. Il dit, mais dites-moi, vous avez un certain Gérard Fauré, là, ici? Il dit, ah oui, oui, il est devenu tout blême, le mec. Il a compris, le capitaine, qu'il venait pour moi. Il dit, oui, ben faites-le sortir des rangs. Et moi, je sors avec un truc. Il me dit, ah là, je te reconnais, hein. Il me prenait dans ses bras quand j'étais enfant, c'était le meilleur ami de mon père. Ah là, je te reconnais, toujours le batailleur, hein. C'est vrai que quand j'étais enfant, je me battais 3, 4 fois par jour, à cause des connards, des racistes et tout. Et il me dit, alors, tu t'es encore battu? Je dis, non, non, cette fois-ci, on m'a battu. Il me dit, ah bon? Bah, pour une fois que c'est pas toi qui agresse. Il dit, bah oui. Il me dit, mais qui? Quelqu'un ici? Oui, j'ai dit oui, le capitaine. Quoi? Il arrive, il savait tout, il faisait son théâtre. Il arrache les trucs, il dit, vous êtes dégradé, vous allez tout perdre, bah, 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 sortez d'ici. Et vous me faites sortir ce garçon dans les 2 semaines qui viennent. Et voilà.
2 semaines plus tard, j'étais réformé. Heureusement pour moi, j'ai gagné quand même 18 mois, hein, parce que c'était 21 mois à l'époque. Et voilà, ben, à partir de ça, de cette immense, colossale injustice, moi j'appelle ça une justice colossale, ils me pourrissent ma vie. Imagine-toi, je dois aller quand même à l'armée, d'accord? 21 mois, j'ai perdu mes études. J'ai tout perdu. Puis après, ben, j'étais dégoûté. Le côté rebelle de ma mère m'est revenu en tête. Et du coup, là, je suis retourné à Tanger au Maroc. Puis je suis allé m'installer à Marbella et j'ai commencé le cannabis et tout. Et j'ai fait des rencontres pas possibles. Je suis devenu le voyou que je suis aujourd'hui, quoi. Bah, c'est une erreur administrative, simplement, oui, bah oui. Mais ça n'arrête pas les injustices. Moi, j'ai vu que ça dans ma vie en France. Des erreurs judiciaires, il y en a des milliers par année. En ce moment, il y en a à peu près entre 1800 et 2000. Une erreur de frappe, ou alors un document qui ne leur est pas parvenu. Peut-être que l'ambassade de France au Maroc n'a pas fait parvenir ma situation au gouvernement français. J'en doute, remarque, parce que j'avais quand même mon livret militaire. J'étais pas un faussaire. Donc, les tampons de l'ambassade, ils auraient très bien pu appeler l'ambassade de France au Maroc et demander est-ce que vous avez vraiment donné un sursis à ce monsieur. Et l'affaire était réglée. Mais c'est la méchanceté française, ça. C'est typique. Méchanceté, moi, je peux te dire que franchement, j'ai connu pas mal de tribunaux en Europe, et les pires de tous, c'est les tribunaux français. Les Belges, les Hollandais, les Italiens, les Espagnols, Allemands même. Sympa, enfin sympa. Plus sympa que les Français. Ici, c'est le pays de l'injustice. Et ça continue. Là, c'est l'injustice sociale. Mais l'injustice administrative, elle est monstrueuse en France. Tu le sais bien. Des fois, tu reçois une amende, c'est pas toi. Des fois, si, des fois. Il y a trop de problèmes en France. Mais nos administrateurs n'aiment pas le peuple. Je m'en suis rendu compte. Nos gouvernants n'aiment pas le peuple français. Ils ne sont là que pour profiter du peuple. C'est tout. Ce sont tous des hédonistes, nos ministres et tout. Tous des salopards, je dis tout haut, tout fort. Il y a peut-être une exception qui confirme la règle, mais je suis encore en train de la chercher. Je ne l'ai pas trouvée dans le gouvernement. Vraiment. Mais que des tocards. Mais c'est incroyable ce gouvernement qu'on a en ce moment. C'est monstrueux. Ça me rappelle l'injustice qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça me rappelle l'injustice que moi j'ai vécue quand j'avais 18 ans avec l'armée française. C'est un peu l'injustice de Dreyfus aussi, tu vois, le mec qui n'a rien fait, il est là, on l'accuse, on le met en prison à Cayenne, je sais pas. Et on l'accuse méchamment, on le frappe, on l'insulte et tout, alors que le type, moi je connais ça, il n'a rien fait. Moi j'ai pris des coups, parce que les légionnaires n'aiment pas les non-militaires ou ceux qui refusent de faire l'armée. Ils n'aiment pas ça. Alors, et il y en a un, il s'appelait Max Forêt en plus, comme moi. Et ça n'a pas empêché qu'il m'a cassé une incisive. Simplement parce que je lui ai dit, mais il ne voulait pas me croire. Il me dit non, 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 moi je ne te crois pas, c'est eux qui ont raison. Et ça, c'est la France d'antan et c'est la France d'aujourd'hui. Et ça sera peut-être encore la France de demain si les gens ne se soulèvent pas. C'est plus possible. Moi, j'ai connu toute ma vie, enfin toute la vie que j'ai vécue en France, elle est bourrée d'injustice. C'est infernal, c'est effroyable ce pays. Et il n'y a pas moyen de corriger. Quand tu as vraiment une injustice flagrante pour je ne sais trop quoi, ils te font chier. Ils te font chier. Tiens, par exemple, en ce moment, normalement, moi j'ai le droit au minimum vieillesse, d'accord? Ça fait 3 ans qu'on ne me le paye pas. J'insiste pas. 3 ans qu'on ne me paye pas mon minimum vieillesse. Bon, j'ai pas besoin de l'argent, heureusement, grâce à Dieu. Je gagne avec mes bouquins. Mais normalement, ils auraient dû me payer. Et pendant un moment, je n'avais pas encore écrit mes bouquins. Ils ont refusé de me payer mon minimum vieillesse. Pourquoi? Alors que c'est garanti. C'est garanti. Voilà, c'est un droit, c'est une loi. Paye pas. Qu'est-ce que tu fais? Je suis passé de femme en femme, parce que c'est que des femmes qui ont géré mon dossier. Et à chaque fois, une femme m'envoie une autre. Et l'autre, elle me dit, oui, mais il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, ça, papier, papier. Et ça faisait le tour. Et à chaque fois, il me sortait une nouvelle femme. À un moment, j'ai contacté le médiateur. Il m'a dit, oui, je vais voir ce que je peux faire pour vous et tout.
Et il m'envoie chez une femme qui s'appelle Nathalie Clément, c'est la dernière avec qui j'ai parlé. Oui, envoyez-moi ça. J'ai dit, mais j'ai déjà envoyé à tout le monde ce que vous me demandez et tout. Eh bien, envoyez-le moi aussi. J'ai dit, pourquoi faire? Pour que vous, après, vous me disiez, allez voir encore là, allez voir. Voilà, il joue au ping-pong avec moi, quoi. Et j'ai dit, allez, je laisse tomber, point à la ligne. Voilà une injustice gravissime. Si j'avais pas eu d'argent pour survivre, je faisais quoi? Hein? Parce que moi, mes bouquins, on ne me paye pas tout de suite. Moi, le premier bouquin, le tome 1 de 2019, on vient juste de me payer l'année de 2019. Là, il y a 2, 3 semaines. Il faut attendre plus un an et demi pour être payé. Alors je fais quoi? Ben, heureusement que j'avais des petites économies, hein, sinon je crevais de faim. C'est ça la France. Ils ne respectent pas. Et je peux faire la différence avec les autres pays, la Belgique, la Hollande, qui sont corrects, réguliers. S'il y a une injustice qui se forme ou qui se fait, ils arrangent ça tout de suite. Ils ne te laissent pas traîner. Tu as un problème, ils vont te le régler tout de suite. Parce qu'ils aiment leur peuple là-bas. D'accord? Ils sont élus par le peuple, ils aiment le peuple. Ici, que des crapules. Ah, regarde Sarkozy, on va pas chercher loin. Crapule de chez crapule, ce mec. Il a pris 3 ans ou 4 ans, dont un ferme. Mais c'est quoi ça? Et forcément, il va pas faire de prison, lui. Il va pas faire de prison. 1 an ferme, ça veut dire aménagement de la peine. Ça veut dire un petit bracelet, mais tu penses bien, il va sortir. Il va s'arranger. Il va être rejugé pour Big Malion. Il va prendre une autre peine. Comme Balkany. Balkany, il a été jugé 5 ou 6 fois, je crois, je sais plus. 4 ans, 4 ans, 5 ans, 5 ans. Et la dernière, je sais plus, il a dû prendre 4 ou 5 ans. Et il a fait quoi? 3 mois. Il a fait, je suis malade, j'ai mal. Moi, j'aurais fait, je suis malade. J'ai fait 41 jours de grève de la faim, j'ai crevé presque. Tu crois qu'ils ont bougé? Ils m'ont dit crever. Voilà, par M. Balkany, attention, un des plus grands escrocs de France, corrompu jusqu'à la moelle des os. 3 mois de prison, il a dit, je suis malade, je peux pas supporter la prison. Allez, libéré. 3 mois plus tard, il danse devant tout le monde. Il est bien, il se porte bien. C'est un pied de nez qu'il a fait encore à la justice française. Mais je ne comprends pas cette justice française, moi. Où on va, là? Mais en plus, il te montre les injustices. Elles sont là, elles sont flagrantes. On te montre le Balkany, on te montre Tapie à l'époque, et tous ces gens-là qui ont été jugés, qui ont eu le malheur d'aller en prison, ils sortent très vite, très vite. Quand ils rentrent. Mais là, c'est incroyable quand même. Personne ne rentre. Il n'y a que le pauvre type avec 3 barrettes de shit, c'est la prison, direct. Allez hop, le mec il a volé une bicyclette, prison. Les prisons sont pleines de ces malheureux. Moi j'en ai vu plein, des mecs, je dis qu'est-ce que ça fait? Ouais, j'ai volé une bicyclette. Ah, bah, combien t'as pris? 18 mois. Ah bon, pour une bicyclette. Non mais je lis le dossier en plus, je vois. L'autre, je sais pas, il y a des conneries, une bagarre ou n'importe quoi. Bon, prison. Et ceux qui ont ruiné la France, comme Sarkozy, par exemple, pendant son mandat, il a fait grandir la dette de la France de 700 milliards, on le sait. D'accord? Il a fait une petite guéguerre à Kadhafi avec les deniers, l'argent du contribuable, qui a coûté plusieurs milliards d'euros. D'accord? Avec l'argent des Français, sans demander. Juste pour régler ses comptes avec Kadhafi. Qu'est-ce qu'il s'en fout de la France là, ou de la Libye, lui? Lui, c'était parce qu'il avait peur que Kadhafi balance tout ce qu'il avait à balancer. Il a dit, Kadhafi, il me le faut. Avec l'argent du Français, il va régler ses comptes. Non, mais où on va là? Mais franchement, et pas de prison. Oh là là, moi, ce pays me dégoûte. Il me dégoûte, ma parole. Il me dégoûte. Ben, si tu veux, moi, ma mère, je l'appelais Astérix, et le père de ma mère, je l'appelais Obélix. Bon, dernièrement, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas encore les bandes dessinées, mais vers le tard, dès que on a sorti Obélix et Astérix, c'est comme ça que j'appelais ma mère, je l'appelais Astérix. C'était une petite femme virulente, à 11 ans déjà, c'était une batailleuse, c'était une vraie pirate, d'accord? Et quand mon père est rentré dans son village avec les tirailleurs sénégalais derrière lui, il est entré là-bas à dos de chameau pour faire couleur locale, quoi. Il était méhariste de première classe, alors. Et il arrive avec ses galons et tout, il descend de son chameau et ma mère qui lui jette des cailloux, hein, du sable, des cailloux et tout. Mon père, il dit, mais arrêtez, il rigolait, mais arrêtez. Ma mère a dit, sale français, sale roumi, dégagez, on vous a assez vu, foutez-nous le camp. C'est elle qui est le porte-parole de la tribu. On aurait pu dire que c'était elle le porte-parole, vraiment. Elle se mettait en avant.
Et son père, ben, le chef de la tribu, il arrive, il dit arrête, c'est bon, ça suffit et tout. Puis il va voir mon père. Et mon père lui dit écoute, dis à ta fille de se calmer, moi je ne suis pas un guerrier, je suis un médecin, je suis là pour soigner les gens. Ah, il dit soigner les gens. Vous, les Français, vous soignez les gens maintenant, c'est nouveau. Après avoir tué plusieurs dizaines de milliers de chez nous, de berbères, maintenant vous venez nous soigner. De quoi? De nos blessures d'antan ou de nouvelles? Non, mon père il dit il y a des épidémies qui traînent et tout. Il lui dit moi je suis médecin, je viens avec une trousse d'urgence pour soigner les gens et non pas avec une mitraillette. Il fait oui, mais les soldats derrière toi. Il dit bah, on sait jamais avec vous, avec les Aïd Baha, on est obligé de venir avec une armée derrière parce que vous n'êtes pas très net. Et du coup, il dit bon, tu veux quoi là? Et mon père il dit oui, on va vous vacciner. Ah, c'est le dernier truc que vous avez trouvé. C'est plus les mitraillettes, c'est des vaccins maintenant. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Ils n'avaient pas confiance aux vaccins français. Hein. C'est clair, comme nous, on n'a pas de confiance aux vaccins américains et aux autres. D'où qu'ils viennent, même le vaccin français, s'il y en a un jour, on n'aura pas confiance. On est comme ça, on est un peu méfiant. Et mon père, il rigole, il fait non, 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 non. Il lui dit, bon, attends, je vais te donner la preuve que ce vaccin, il est bon. Et il dit aux tirailleurs sénégalais, là, il dit, ils étaient 12, il dit à 6 d'entre eux, il dit, descendez. Oh, docteur, encore, vous allez encore nous vacciner? Mon père, il dit, il faut bien montrer aux gens que ça marche. Et tous les pauvres, ils disent, mais docteur, regardez, on a été vaccinés une dizaine de fois, on va mourir. Mon père, il dit, mais non, vous n'allez pas mourir, ça fait que fortifier votre système immunitaire et tout. Et donc, il vaccinait ces tirailleurs devant le père de ma mère et tout. Ils ont attendu 2 heures, ils ont bu le thé et tout, en attendant. Et quand, au bout de 2 heures, il a dit, vous voyez, ils sont toujours vivants. Bon, alors on peut. Il dit, d'accord. Alors, il vaccine toute la tribu, sauf ma mère. Ma mère se sauve. Elle avait un caractère, mais effroyable. Et elle se sauve dans la montagne. Et là, mon père, quand il a terminé la vaccination, parce qu'il faut dire que mon père, il l'a reconnu plus tard. Quand il a vu ma mère, il a eu le coup de foudre. Elle avait 11 ans, hein, je précise. Donc mon père devait être un sacré pédophile. Mais oui, mais comme lui, toute l'armée française. Parce que par la suite, tu verras que étaient tous pédophiles. Mais avec le consentement, comme on dit, le consentement mutuel. Aujourd'hui, il est à 13 ans en France. Ouh là là, quelle évolution! C'est incroyable, dans un pays civilisé comme la France, une fille de 13 ans, non mais... Bon, mais ma mère, elle avait 11 ans. Donc, mon père l'a demandé en mariage à son père. Mais, le père, après, alors attends, au début, il a refusé. Il a dit, moi, donner ma fille à un Français, mais ça va pas et tout, même si tu es médecin encore, jamais de la vie, plutôt mourir. Eh ben, tu vas mourir. Alors, il dit, prison. Il ramène ouais, toute ta famille en prison. Vous allez être enfermés. Et après, ben, si tu changes d'avis, tu m'appelles. Donc ils embarquent toute la famille, ils l'emmènent dans la caserne, là, le fort de l'armée française, et ils les enferment et tout. Et bah, c'était un peu méchant, mais mon père, il n'était pas méchant, ils étaient bien traités et tout, c'était juste un peu pour lui mettre la pression, quoi. Mais ils étaient bien traités, ils mangeaient bien, ils bouffaient bien, ils dormaient bien, il n'y avait pas de souci. Mais il lui dit, mais donc ta fille, elle est où maintenant? Il dit, bah, elle est là-haut, dans la montagne. Tu vois l'arbre là-bas? Elle va toujours se cacher là-bas. Eh ben, mon père, il monte, va, il voit ma mère dans l'arbre, justement, en train de crier, parce qu'il y avait des hyènes autour, qui criaient, tu sais comment c'est les hyènes. Elles urinent, elles rient, tu sais, elles font très peur, très peur. Et donc ma mère, elle a quand même pris peur ce jour-là, comme par hasard, il y avait des hyènes. Et mon père, il arrive, il tue une hyène, et lui dit, allez, descends, je te ramène au village. Non, je préfère mourir, être mangé par la hyène que d'aller avec toi. C'est-à-dire le caractère de cette femme. Hein. Eh ben, reste. Il s'en va, il se cache derrière un buisson, et les hyènes reviennent de plus vite, puisqu'il y en avait une de morte. Alors, cadavre, elle s'arrache la peau toute de la morte. Et ma mère, elle voit ça, alors là, elle commence à se dire, oh là là, j'ai pas envie de terminer comme ça. Mon père, il le sait, il se cache quand il voit qu'elle commence à crier et tout, il tire encore sur une autre, et il va la voir. Il dit, alors tu viens maintenant? Elle dit, bon, je te suis. Et elle va au village, et c'est là que mon père, il était convaincu qu'il était amoureux d'elle, que c'était la femme de sa vie. C'est incroyable, mais vrai. Et il dit à son père, voilà, je voudrais épouser ta fille. Ah, mais jamais de la vie. Tout. Donc la prison et tout. Au bout de 2 semaines, le père, il appelle, il dit, bon, alors on va faire un contrat, toi et moi.
je te donne ma fille, mais tu la touches pas jusqu'à l'âge de 15 ans. Tu vois, au moins là, le consentement mutuel, c'était à 15 ans là-bas. C'est pas comme en France, à 13 ans. D'accord? Et mon père, il dit d'accord. Ah ben, ça l'arrangeait, puisque, de toute façon, il avait emmené dans sa valise, il avait emmené une Normande. Parce que dans la famille de mon père, on se mariait avec des Normands. C'est curieux, mon père, il n'était pas viking, mais je sais pas, il avait l'air d'être. Toute la famille de mon père, toujours avec des Normands, très riches en plus. Et donc, la Normande était enceinte, d'accord, de mon père. Ce qui a donné aujourd'hui un demi-frère qui était ambassadeur de France à Rabat et ensuite ambassadeur de France au Japon. C'était mon demi-frère. Mais il prend ma mère, c'était l'accord avec son père, il l'emmène chez lui et il dit à son père, je vais l'éduquer, d'accord, pour que plus tard ce soit une femme du monde. Mais à la Normande, il dit autre chose. Il lui dit oui, je l'ai acheté pour en faire une domestique. Parce que la Normande, elle a regardé de travers. Hein. Elle voyait le petit corps de ma mère, elle a une Lolita. Hein. Fallait voir. Hein. En mini-jupe, hein, à l'époque. Mini-jupe jusque-là. Elle avait un corps, mais à faire bander un mort, je te jure. Incroyable. Et donc la Normande, elle a regardé, elle l'a maltraité et tout. Elle dit à mon père, mais qu'est-ce que tu fais avec cette fille-là? Fait, ben, écoute, plus tard, je vais la former, domestique, et puis c'est tout, comme ça. Voilà. Elle fait, ouais, ouais, domestique, d'accord. Et ben, ça s'est passé comme ça, avec des querelles et tout, pendant 4 ans. Elle se disputait avec ma mère, la Normande et tout et tout. Bon, ça s'est passé plus ou moins bien, mais avec le caractère de ma mère, c'était. Ma mère, elle lui jetait des casseroles dessus, elle était terrible, hein, toute petite, 1,55 m, et la Normande, elle faisait 1,70 m, 72. Toute petite, ma mère lui jetait, quand elle lui faisait une remarque, elle lui jetait la casserole, même pleine de tagine, pleine de scie, bam, dans la gueule, tiens, prends ça. Après, elle s'est sauvée. Et donc, bon, quand ma mère a eu 15 ans, hop, il a consommé, il a mise enceinte. Du coup, la Normande, elle voit ma mère enceinte, elle lui dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Mon père, il dit, ben, elle grossit. Non, non, non. Ce grossissement-là, moi, je le connais. Non, non, non. Et elle est enceinte de toi. Bah oui, elle est enceinte de moi. Et alors? Eh ben, écoute, c'est pas normal, tu m'as trompé. Oui, je te trompe, maintenant tu dégages. Prends ta valise, retourne en France. Je veux plus de toi. Ah bon, pourquoi tu me fais ça? Elle me dit, mais tu crois que je suis bête? Quand je pars avec d'autres chameaux là dans le Sahara, tu couches avec tous les mecs de la caserne. Tu crois que je ne le sais pas? On dit que le cocu est le dernier à le savoir. Ben voilà, je suis le dernier, mais je le sais maintenant. Tu as couché avec tout le monde ici. Elle a fermé sa gueule. Il dit, alors maintenant tu prends tes valoches, tu dégages avec ton fils. J'en veux pas. Elle n'a pas voulu partir. Elle a dit, non, moi je reste ici. Je fais ce que je veux. Ben tu vas habiter ailleurs. Elle va habiter ailleurs. Du coup, elle commence à coucher avec tout le monde. Pour de l'argent. Elle devient pute. Pour de l'argent. Bah, il fallait bien survivre, hein. Et tout. Et mon père, il en a eu marre quand même. À un moment, il a écrit au chef du gouvernement français pour dire, écoutez, il faut l'expatrier, faut la rapatrier parce que c'est plus tenable. Un jour ou l'autre, ça va mal se terminer et tout et tout. Si c'est pas ma femme qui lui met une balle dans la tête, ce sera peut-être moi ou autre, je sais pas. Il faut la sortir de là. Et donc, elle a été rapatriée en France, tu vois. Et là, mon père, bah, il était avec ma mère. Mais il avait un problème. Mon père était un bon chrétien, ou crétin, je ne sais pas. Je dirais plus crétin, parce que pour moi, les chrétiens, les vrais, franchement, hein, j'ai des doutes. Ils sont pas loin, il suffit d'enlever le quoi, le i. Non, le non, chrétien, le e, voilà. Et donc, il dit, bon, maintenant, il faut qu'on se marie, il faut que je t'épouse, légalement, et que tu deviennes française. Eh oui, mais c'était pas possible. L'armée française interdisait à ses militaires de se marier avec des indigènes. Alors que presque 200 ans auparavant, Napoléon encourageait ses armées en Égypte à se marier avec des autochtones. Là, c'était le contraire. Pas de mariage, interdiction. Et mon père, il emmerdait. Il dit, comment je vais faire? Alors, il s'invente une maladie. Je crois que c'était la peste bubonique ou un truc comme ça. Et il décide de prendre le bateau d'Agadir, Bordeaux,
et d'aller à l'hôpital de Bordeaux où il avait un ami qui était médecin et qui était devenu sous-directeur de l'hôpital, je ne sais plus quoi. Et il lui dit, écoute, voilà, je vais feinter un peu, je vais feinter le gouvernement français, tu vas m'aider. Tu vas faire des rapports comme quoi je suis à l'article de la mort, qu'il me reste quelques jours et tout. Et voilà, alors mon père, il fait sur son lit de mort, il fait le mort, quoi, il va mourir, l'agonie et tout. Ma mère, elle est là en train de pleurer et tout, enceinte et tout. Et il dit voilà, tu vas dire à l'évêque de Bordeaux que je suis en train, que là, il me reste plus qu'un jour ou deux à vivre et il faudrait qu'il vienne me voir. L'évêque, il rapplique. Et comme mon père, il avait eu un évêque dans sa famille et tout, il lui dit, vous avez connu l'évêque? Ah, ça, oui, c'était un familier, c'était un... Et tout ça, ah bon, bah, d'accord, et tout ça, c'était un relatif, quoi. Et il dit, bon, ben, qu'est-ce que vous désirez? Il dit, regardez, vous voyez, ma femme, elle est là, elle est enceinte. Et elle s'appelle toujours Fatima Ahmedou Baha. Moi, je voudrais qu'elle s'appelle Madame Forêt, Hélène. Ah oui, mais non. Il dit, écoutez, elle a mon fils dedans, j'aimerais bien qu'il naisse chrétien, qu'il soit baptisé. Il le prend par les sentiments. Bah oui, le violent, là. Il le prend par les sentiments et le con, il est tombé. Il est tombé dans ces gens-là, tu les prends. C'est comme tu mets de la sel sur la queue d'un oiseau, du sel, il paraît que tu peux l'attraper. Bah là, un curé ou un religieux, tu lui mets un peu de pommade, là, et il craque. Et alors, il lui dit, bah écoutez, moi, je vais mourir, alors mes dernières volontés, on peut en parler. Il dit, oui, vous voulez quoi? Eh bien, que vous me mariez avec ma femme. Ah, mais non, je peux pas faire ça. Mais si, le pouvoir religieux à l'époque était assez fort quand même. Il dit, si vous voulez, vous pouvez me marier religieusement, moi, ça me suffit. Et il dit, bon, bah, puisque vous allez mourir, on va le faire. Et puis, il n'y aura pas il y aura pas de vague, quoi. Et il dit, non, il n'y aura pas de vague. Euh, il le marie et tout. Mon père, il dit, ça y est, je suis marié, j'ai signé, oui, oui. Il dit, ben, ah, mais subitement, ça va, je me sens mieux et tout. C'est un miracle, Dieu est grand. Et son cinéma. L'évêque, il a compris, il dit, oui, oui, je savais, vous m'avez bien eu, mais vous m'avez pas eu, je savais, je l'ai fait de bonne volonté. Et du coup, voilà mon père qui est marié. Il retourne au Maroc, à Agadir, et je te dis pas. Alors, ça y est, ça a fait jurisprudence. Voilà. La plupart des militaires, ils se sont mariés avec des berbères en croyant qu'elles allaient faire leur bonheur, ce qui fait le titre d'un autre livre que je sortirai plus tard en tome 5. Le titre c'est Il faut pacifier. C'était le mot d'ordre que la France donnait à tous les ressortissants français qui allaient au Maroc. Il faut pacifier, on n'est plus en guerre, on a fait la paix. Mais moi je mets au-dessous, il ne faut pas s'y fier. Parce que c'est à nous les petites berbères, comme à nous les anglaises, ça n'a pas marché. Il y a eu beaucoup de militaires qui ont pris des balles, de leurs propres pistolets, des coups de couteau et tout. Et les berbères, c'est des sauvages, les Aïd Baha. Mais laisse tomber, il ne faut pas t'approcher de ces gens-là. Mon père, il a fait l'erreur de s'approcher de ma mère, et ben il a fini empoisonné. En 78, ma mère l'a empoisonné sur l'ordre du roi Hassan II. D'accord? Mais ça va sortir dans mon tome 3, ça. Sur l'ordre du roi Hassan II, empoisonnement du docteur Forêt. Bon, entre-temps, alors, comme c'était des pilleurs, les Aïd Baha, toute la famille de ma mère, alors les frères, les cousins et tout, ils venaient tous chez mon père pour profiter. C'était des parasites, c'était des piques-assiettes. Ils venaient, mais tranquille, ils rentraient chez moi pendant que mon père était au boulot. Le frère de ma mère, il voyait un costume à mon père en alpaga, il dit tiens, il me plaît bien. Ma mère, elle dit prends-le, allez. Ah, la chemise, elle est bien, les cravates. Ouh. Quand mon père est revenu, il disait mais où sont mes habits? Ah ben, il y a mon frère qui est venu avec mon cousin et tout, ils se sont servis. Mais mon père, il s'énervait, mais ça servait à rien. Après, ma mère, elle l'a madoué vite fait. Même des fois, elle prenait son flingue, elle lui dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, elle le braquait, mais je l'ai vu plein de fois braquer mon père. Tais-toi, vieux con. Parce qu'il avait 15 ans de plus qu'elle, ça a été vieux con tout le temps. Tais-toi, vieux con, et tout. Mon père, il en rigolait. Il s'en foutait de quelques costumes, mais c'était le geste, tu vois. Il venait, il faisait ripaille chez moi, il bouffait. Il venait, quand on habitait même à Marrakech, les mecs, ils venaient d'Agadir, ils prenaient l'autobus pour venir piller la maison de mon père. C'était ça, les Aïdbas, c'est des pilleurs. Je ne sais pas s'ils ont évolué maintenant, mais j'irai pas me risquer là-bas parce que
Ils ont encore une drôle de mentalité. Mais dans le commerce, c'est des gens très sérieux et très honnêtes. Dans le commerce, il faut dire. S'ils peuvent te prendre, ils te prennent. Par contre, il faut savoir que ces gens-là, dans l'armée française, on les appelait les tabors, les goumiers, tout ça. Je ne sais plus exactement qui étaient les goumiers ou les tabors. Mais je sais que beaucoup de cousins, ma mère et tout, se sont enrôlés dans l'armée française, tu vois. Et ça a donné les meilleurs guerriers de tous les temps, un peu comme les Vikings. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, parce que même De Gaulle l'a dit plus tard, il a dit la France a fait une grave erreur au Maghreb, c'est de donner le pouvoir aux Arabes alors qu'on aurait dû le donner aux Berbères. Parce que ces gens-là sont les meilleurs soldats avec les Allemands dans le monde. Et bien sûr, à juste titre, puisque les Berbères sont originaires d'Allemagne orientale, de Prusse, de ci, de là, d'Europe. La langue de ma mère, d'accord, le Tachérhid, ça ressemble beaucoup à l'allemand, beaucoup. Donc c'est pas étonnant. Il y a beaucoup de blonds aux yeux bleus, comme chez les Kabyles ou autres. On s'étonne, mais non, beaucoup de blonds aux yeux bleus, la peau très blanche dans le sud du Maroc, ce sont des Berbères. Mais ils ne sont pas arabes, ce sont des Hamites, alors que les Arabes sont des Sémites. D'accord. Donc voilà. Alors évidemment, à la bataille de Monte Cassino, j'ai cru comprendre que, que les Allemands, quand ils ont su qu'il y avait leurs anciens cousins là, qui venaient en face d'eux, ils ont couru. Hein. Ils ont couru. Surtout que les goumiers, les tabors et tout ça, à la base, on leur donnait de l'huile de cannabis. Alors l'huile de cannabis 100% THC, je peux te dire que tu prends une seule taffe et ta tête, elle explose. Tu as l'impression qu'elle va sortir que ton cerveau va sortir de ta tête. Et donc les mecs, on leur donnait ça, mitraillette, je sais plus, non, pas mousqueton, etc. Je ne me rappelle plus là, quelles armes il a. Et on leur disait, ah, Mohamed, voilà un petit sac, tu le remplis d'oreilles d'allemand. On te donnera 10 francs par oreille. Oui, chef, oui, chef. Le couteau là, comme ça, la baïonnette. Et ils fonçaient, les mecs. Ils s'en foutaient de mourir. Ils s'en foutaient. C'est comme les Vikings. Ils n'avaient pas peur. Ils disaient, on va au Walhalla, on va au paradis si on tue un ennemi. Et ils fonçaient, ils fonçaient. Et après, bon, quand les Allemands étaient déroutés, ils revenaient avec leur sac tout fiers. Ils disaient, ah, mon père était capitaine. Il disait, ah, mon capitaine, tu me payes. Ah, moi, il y avait une grande table. Ils mettaient leurs oreilles comme ça, ils vidaient leur sac. Et mon père, il disait Mohamed, mais ça, c'est pas une oreille d'allemand, ça. Oh, elle est toute noire, elle est toute bronzée. Ah, chef, moi, je sais pas, moi, je vois quelqu'un par terre, je ramasse les oreilles et tout. Et d'un autre côté, t'entendais des soldats qui étaient tombés un peu inanimés, mais qui se réveillaient. Chef, on m'a coupé l'oreille. Hein. Il dit, viens ici, viens, Mustafa, viens. Et viens chercher ton oreille, là, comme ça. Et il cherche, il dit, ah, ben c'est celle-là, allez, on va te la recoudre. Et je te jure, mais c'était mortel. Quand mon père me racontait ces histoires, j'étais mort de rire. Mais mort de rire. Mais, n'en reste pas moins que ça a toujours été les meilleurs soldats du monde. Du monde, hein, je dis bien.